Bonjour et bienvenue sur France 24, bienvenue dans Politique en partenariat avec Slate.fr. Alors avec moi aujourd'hui le directeur de Slate.fr, Jean-Marie Colombani, également Virginie Leguet qui est chef adjointe au service politique à Paris Match, Frédéric Dabi qui est directeur général adjoint de l'Institut IFOP et Véronique Reissoult, la directrice générale de Backbone Consulting. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous allons commencer par un baromètre de l'IFOP, celui qui est fait toutes les semaines pour Paris Match. Et on va voir que les opinions favorables remontent pour la première fois à 50% pour Emmanuel Macron, 47% d'opinions négatives. C'est la première fois depuis pratiquement 3 ans que le président se retrouve à ce niveau d'opinion favorable. Et on voit que dans son sillon, le Premier ministre Jean Castex est aussi considéré de façon plus positive par une majorité des Français. Alors Frédéric Dabi, l'IFOP, c'est votre institut. Donc à quoi est dû ce rebond du couple exécutif? Je vais juste rappeler, pour peut-être orienter un petit peu votre réponse, qu'il y a exactement 20 jours, le Premier ministre a pris la parole pour annoncer que finalement, malgré toutes les attentes, la France n'allait pas être reconfinée. Oui, c'est vrai que cette décision, cette surprise présidentielle annoncée par le Premier ministre a redonné une sorte de bol d'air, a redonné des perspectives aux Français. Je ne m'attacherai pas au fait que le président remonte à 50%. Ça fait maintenant quelques mois que sa popularité est très stable, même sur d'autres questions barométriques de l'IFOP, où la question est plus difficile. Là, la question posée, c'est bonne, mauvaise opinion. C'est une question qui, je dirais, impacte peu par rapport à une question de confiance, à une question de satisfaction, comme dans le baromètre JDD. Mais je suis frappé par le fait que l'équation de popularité d'Emmanuel Macron ne bouge pas, semble figée ou gelée par la crise de la Covid. Quel que soit le baromètre et le niveau, il a toujours 3/4 de soutien chez ses électeurs de 2017. Il arrive à capter le soutien ou la popularité d'un électeur de droite sur 2 et un électeur de gauche sur 3. Donc au-delà de ça, au-delà de ce cap symbolique des 50% sur une question qui est plutôt une question bienveillante vis-à-vis de l'opinion publique, je suis frappé de voir à quel point la Covid gèle sa popularité dans le bon sens. Mais c'est peut-être pas aujourd'hui que les Français font vraiment, comment dire, en séquence ou la relecture a posteriori de cette crise inouïe et inédite. Jean-Marie, comment est-ce que vous lisez ce sondage, qui est en effet un sondage d'opinion favorable ou défavorable, et non pas d'intention de vote, par exemple, pour 2022, alors qu'on entend énormément de critiques sur la gestion de la crise sanitaire. Comment est-ce que vous lisez ce sondage ? Oui, vous avez raison, on ne peut jamais mêler popularité et traduction en vote. Donc il faut être évidemment très prudent. Mais moi aussi, je suis frappé par la permanence de ce socle qui est autour d'Emmanuel Macron et qui reste un socle assez solide, avec le paradoxe que vous énoncez. C'est-à-dire que les Français sont critiques vis-à-vis de la politique conduite, ou même sont défiants, puisque si on mesure la confiance vis-à-vis de la politique conduite en matière sanitaire notamment, eh bien la défiance est majoritaire. Et puis le socle d'Emmanuel Macron ne cesse de se consolider. Alors la question est évidemment de savoir si, in fine, lorsque les Français viendront à juger ce quinquennat, la part de la crise sanitaire sera ou non déterminante. On voit bien qu'Emmanuel Macron s'est porté en première ligne, c'est lui qui prend les décisions, quitte à prendre d'ailleurs des décisions à contre-pied de ce qui est attendu, comme récemment sur le refus du reconfinement. Mais donc, probablement a-t-il l'idée qu'une bonne part du jugement des Français sera liée à cette crise sanitaire. Mais il faut aussi corriger ou ajouter à cela le fait que l'aide à l'économie, les aides puissantes à l'économie et aux situations sociales vont aussi vraisemblablement peser. Et de ce point de vue-là, par contre, il n'y a pas de jugement négatif de la part des Français. Et donc ça ne peut là, pour le coup, que le conforter. Mais la question reste en effet de savoir si, à la fin, au moment de l'élection présidentielle, quelle sera la part par les Français de la gestion de cette crise sanitaire.
Alors Virginie, c'est vrai que si on compare à ses prédécesseurs, hein, en effet, encore une fois, ce ne sont pas des intentions de vote, mais on sait que Nicolas Sarkozy ou François Hollande se sont souvent, à ce stade de leur présidence, retrouvés avec beaucoup d'opinions défavorables et beaucoup plus qu'Emmanuel Macron. On dit beaucoup qu'il a un petit peu oublié la gauche, qu'il va surtout à droite, que ce soit économiquement ou sur la sécurité ou autre, mais il semble quand même qu'il garde en effet un socle relativement solide, même à gauche. Alors oui, c'est vrai. Et avant même cette enquête d'opinion, le socle dont bénéficiait Emmanuel Macron était supérieur, comme vous venez de le rappeler, à celui de François Hollande et avant François Hollande de Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que ces bons chiffres d'aujourd'hui, d'abord, nous sommes en crise. Et quand on est en crise, on a besoin d'un capitaine dans la tempête. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il a beau concentrer énormément de critiques, il apparaît malgré tout comme un capitaine. En plus, il faut bien reconnaître que depuis le début du quinquennat, à gauche comme à droite, il y a une unanimité de suggestions, de propositions et de réelles remises en cause qui fait que les Français n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. On voit bien, il y a eu une enquête de l'IFOP il y a quelques semaines qui donnait les cotes d'intention des éventuels candidats à droite comme à gauche. Le premier qui arrivait en tête, c'était Xavier Bertrand avec 27% et à gauche, c'était Anne Hidalgo avec 20%. Donc on voit bien que ça n'enflamme pas les foules. Et on voit bien aussi les difficultés qu'ont eu les grands partis de l'opposition qui sont succédés au pouvoir depuis le début de la Ve République à se renouveler, à proposer une offre politique qui puisse intéresser les Français. Et du fait de cette absence d'offre politique, Emmanuel Macron apparaît comme la seule offre politique crédible. Je nuancerai, et j'en termine mon propos, par le fait que si effectivement 57% des Français disent dans une autre enquête qu'ils s'attendent à un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, ils sont 70% à ne pas le vouloir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes mi-février, à 15 mois ou 14 mois de l'élection présidentielle. Bien malin qui pourrait dire si cette offre politique-là va encore être celle que les Français auront à départager en 2022 ou si, comme à chaque élection présidentielle précédente, nous avons été dans l'incapacité tous de prédire 14 mois avant une élection présidentielle ce qui se passerait réellement tant il y a eu de coups de théâtre, de changements de dernière minute de casting et de surprises politiques dont la dernière fut celle d'Emmanuel Macron. Véronique, est-ce que la décision surprise d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner il y a presque 3 semaines, d'après vos observations, lui est bénéfique, peut-être chez les plus jeunes notamment ? Oui, on en avait parlé au moment de cette décision. Ça n'est pas que sur les plus jeunes, c'est globalement, ça fait partie des raisons pour lesquelles sans doute sa popularité remonte. Les Français apprécient. Ils apprécient surtout la confiance, ce thème de finalement, vous les Français, je vous fais confiance et ensemble que nous allons tenir. Et puis, il y a aussi beaucoup de messages qui disent que finalement, c'est une stature de président puisque c'est une décision qu'il a prise seul, qu'il a assumé seul. Et comme le disait Virginie, oui, en période de crise, les Français, qu'ils soient à droite ou à gauche, globalement, ils ont envie d'avoir un capitaine, d'avoir quelqu'un. Voilà, le côté jupitérien, cette fois-ci, plaît plutôt. Et ça n'est pas qu'un sujet pour les jeunes, c'est un sujet pour tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire, et ça ne présage en rien de la réalité de ce que cela se transformera ou pas dans les urnes. Mais à aujourd'hui, c'est un président qui est plutôt apprécié parce que, voilà, il prend des décisions qui sont plutôt positives, même si beaucoup disent que dans le fond, on est quand même dans une sorte de confinement, mais c'est un confinement allégé. Et puis, depuis le début, vous savez, on aime bien se comparer à l'étranger. Et pour une fois, on a l'impression qu'on vit une situation moins difficile que d'autres, donc ça participe très clairement à sa popularité. Alors je vais passer au second sujet qui est le projet de loi confortant les principes républicains. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. 347 voix pour, 151 voix contre et 65 abstentions. Il doit maintenant être examiné au Sénat à partir du 30 mars. Alors c'est intéressant de voir un petit peu comment les différents groupes ont voté. Tout d'abord La République En Marche, malgré des tensions, nous a-t-on dit. Finalement, il n'y a eu que 10 abstentions et un seul vote contre.
On a vu que le Parti socialiste et le Parti communiste se sont abstenus. Et la France insoumise, par contre, elle, a voté contre. On va écouter les explications d'Alexis Corbière, député de la France insoumise. Qu'on a fait un texte qui, comment dirais-je, n'a aucun rapport, selon moi, avec le terrorisme, qui a eu pendant 3 jours de discussion. Qui n'est pas la portée de ce texte. Hein, quoi ? Non, mais j'entends bien. Inutile, bien que dangereuse. Mais, voilà, mais qui produit notamment ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, et vous avez cité M. Ciotti, 2 jours durant lesquels des gens ont dit qu'il faut interdire le foulard partout. Qui n'est pas dans la loi. Qui n'est pas l'intention du gouvernement, mais qui vraiment ouvre la porte à ce débat. C'est ça que je trouve qui n'est pas utile. Sur qui le participe voile... à fracturer le pays plutôt qu'à faire de la concorde nationale et à cibler les vrais problèmes. Alors l'autre groupe qui a voté contre, ce sont les Républicains, et le Rassemblement national, lui, s'est abstenu. Alors sur ce vote et sur ce que ça veut dire pour l'avenir, Frédéric Dabi, comment est-ce que vous analysez les choses ? Déjà, moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre les césures au sein du groupe parlementaire et l'opinion publique qui est relativement homogène sur ce projet de loi. Déjà, est-ce que cette thématique du séparatisme est une thématique prioritaire, importante ou secondaire, alors que le Covid impose sa cadence et semble phagocyter tout l'espace public, politique et les débats? On n'a qu'un Français sur 5 qui juge ce projet de loi secondaire. On n'est pas du tout sur la logique qui prédait il y a une dizaine d'années avec le débat sur l'identité nationale initié par Nicolas Sarkozy, qui était vu comme une stratégie dilatoire. Ce n'était pas le cas. Les Français ont le sentiment que ce projet est important. Et quand on voit des oppositions du côté des sympathisants républicains, du Parti socialiste, je suis frappé de voir que dans une enquête récente, IFOP officielle pour Sud Radio, on avait tous les principaux articles de cette loi qui étaient très fortement soutenus, plus de 80%, avec seulement des clivages d'enseignement à domicile qui étaient moins, je dirais, portés par les Français, quand on voyait moins la réalité. Mais s'agissant du contrôle des lieux de culte musulmans, s'agissant de cette charte citoyenne qui est la condition sine qua non pour recevoir des subventions publiques, je suis frappé par l'absence de clivage dans l'ensemble des familles politiques, y compris la gauche de la gauche. Jean-Marie, comment est-ce que vous analysez le vote, hein? Évidemment, on a vu un petit peu à gauche les divisions. À droite, c'est intéressant de voir les Républicains voter contre et le Rassemblement national s'abstenir. Oui, ben, ce que Frédéric vient de dire, l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a ce décalage entre l'opinion qui est globalement favorable et qui approuve globalement les principales dispositions de ce texte et les partis qui ont des postures qui sont très clairement liées à la future campagne pour l'élection présidentielle, avec l'éternel problème pour les Républicains qui consiste à dire ça n'est jamais assez, et donc en essayant de se frayer un espace entre Emmanuel Macron d'un côté et ce texte en particulier et puis l'extrême droite, à l'inverse Marine Le Pen qui s'abstient. Donc, ce qui veut dire qu'elle aurait pu voter un certain nombre d'aspects de cette loi. S'abstenant, elle continue à creuser son sillon de la fameuse dédiabolisation. Elle n'est pas dans la surenchère, pour le coup, pour une fois, comme peuvent l'être les Républicains. Le Parti socialiste qui s'abstiennent aussi, c'est assez logique de ce point de vue-là. Et quant à la France insoumise, il n'y a aucune surprise à attendre de la part de Jean-Luc Mélenchon. Son discours était clair dès le départ. Il récusait cette approche globalement. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire rien de nouveau sous le soleil. Jean-Luc Mélenchon considère que c'est un texte qui creuse les clivages à l'intérieur de la société française, alors que chacun voit bien que ce sont des dispositions qui peuvent être considérées comme nécessaires. Elles ne régleront pas l'ensemble des problèmes, elles ne régleront pas le problème de la dérive des comportements qui échappent évidemment aux lois, mais elles apporteront une part de réponse, en tout cas de ce que l'État peut apporter comme réponse face à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le séparatisme. Alors Virginie, avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait du débat qui a opposé il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un transfuge des Républicains, à Marine Le Pen. On va écouter cet échange et je vais vous faire réagir dessus.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Si je crois vos distinctions entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Madame Le Pen maréchal, ce que dit M. Collard, il y a vraiment une différence forte. Effectivement, vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Virginie, Marine Le Pen est molle, dixit Gérald Darmanin. Les Républicains votent contre, le RN s'abstient. Que se passe-t-il ? Il y aurait comme un peu de fébrilité dans l'air à l'Élysée et à Matignon. Et cette fébrilité serait-elle née des récents sondages qui ont donné pour l'un Marine Le Pen devant Emmanuel Macron au premier tour et pour l'autre au second tour un score de 48-52, ce qui correspond effectivement à la marge d'erreur du sondage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce qui veut dire que Marine Le Pen monterait dans l'opinion publique et monterait de façon suffisamment conséquente pour que Emmanuel Macron s'en émeuve. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron avait donné l'impression de considérer Marine Le Pen comme son assurance réélection. Aujourd'hui, il se dit qu'à force d'avoir institutionnalisé le débat entre progressistes et nationalistes, notamment à l'occasion des dernières élections européennes, il pourrait peut-être se faire dépasser par sa créature. La rivière pourrait sortir de son lit et entraîner avec elle tous les Français qui sont hostiles à Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que si Emmanuel Macron a effectivement un socle solide, il a aussi en face de lui un camp très résolu qui parle même de détestation vis-à-vis du chef de l'État. Et ce camp très résolu, on ne sait pas encore très bien comment il va s'organiser pour 2022, ni à quelle extrémité il se résoudra s'il veut absolument barrer la route à Emmanuel Macron. Donc toute la difficulté pour Emmanuel Macron vient de là. Jusqu'où ira le camp adverse pour lui barrer la route et qualifier Marine Le Pen de molle, d'irrésolue et visiblement une stratégie qui a été arrêtée au plus haut de l'État parce que Gérald Darmanin a commencé lors de son face-à-face avec Marine Le Pen. Marine Schiappa a embrayé le mouvement et on voit que tous les ministres qui sont appelés à s'exprimer sur ce point de vue disent tous « mais Marine Le Pen est un tigre de papier, est une ombre qui ne cesse de diminuer ». Sous-entendu, elle ne fera rien une fois qu'elle sera au pouvoir. Et sous-entendu, vous les Français qui comptez sur elle pour faire ce que nous, les formations qui se sont succédées au pouvoir, n'avons pas fait, dites-vous qu'il ne se passera rien de plus. Et le fait que Marine Le Pen ait voté contre ce projet de loi, qui vient d'être adopté en première lecture, n'est pas un très bon signal donné aux Français. Parce que se soit abstenu, oui. N'est pas un très bon signal n'est pas un très bon signal donné aux Français parce qu'effectivement, les Français jugent de façon générale que ce projet de loi, tout imparfait qu'il soit, tout incomplet, tout peut-être insuffisant qu'il soit, a déjà le mérite d'exister et a le mérite de répondre à certaines questions très importantes, le financement des mosquées, le recrutement des imams, et qu'en s'abstenant, Marine Le Pen n'ajoute pas sa pierre à l'édifice. Et de ce point de vue-là, elle ne répond pas peut-être à une attente de son électorat qui aimerait bien la voir se positionner clairement, non seulement sur les estrades, mais dans le débat parlementaire. Véronique, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant cette sortie de Gérald Darmanin parce que Marine Le Pen ou son père ont rarement été traités de mollassons sur des questions pareilles. Au contraire, pendant des années, on a érigé l'extrême droite comme le diable, on a parlé de cordon sanitaire. Là, on est passé à totalement autre chose, il semble. Non seulement on est passé à autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est cette expression de « vous êtes un peu molle » n'est pas forcément ce que les Français qui ont regardé l'émission ou ceux qui ont commenté ont retenu. Il y a deux phrases qui ont été beaucoup plus reprises parce que les internautes les ont trouvées plus dangereuses. La première, c'est que M. Darmanin a rappelé que Marine Le Pen est en capacité d'être présidente. Et ce terme-là a été beaucoup repris en disant « au secours, on ne peut pas partir dans cette logique-là ». En tout cas, ça a beaucoup fait réagir et ça fait peur. Et puis l'autre sujet aussi, c'est lorsqu'il est parti sur des propos disant qu'elle était floue, qu'elle ne maîtrisait pas tellement ses dossiers, que finalement elle n'avait pas l'air très rigoureuse dans l'approche et le travail préparatoire sur différents sujets. Là, les internautes ont plutôt réagi et réagi de façon positive à ces propos-là, alors que quand il part sur le sujet de la mollesse, il n'entraîne pas tout le monde, loin de là, voire même les uns et les autres trouvent, comme on vient de l'évoquer, que dans le fond, cette inversion de rôle dont vous parlez ne leur profite pas. Donc,
on va dire que ce que les médias et ce que les politiques ont le plus commenté, pour une fois, c'est pas forcément ce que les Français ont le plus repris. Pour eux, ils ont plutôt peur de ces expressions de présidentialité, et puis ils retiennent le fait qu'elle ne maîtrise pas forcément si bien que ça ces dossiers. Frédéric Dabi, votre analyse sur le positionnement que Marine Le Pen cherche. On sait qu'il y a cette stratégie évoquée par Jean-Marie un petit peu plus tôt de dédiabolisation. Là, évidemment, elle doit se positionner. Il y a en effet ce procès en incompétence qui lui est fait depuis le désormais fameux débat de l'entre-deux tours qui continue. Mais là, quand même, elle semble vouloir positionner le Rassemblement national de façon différente en vue de 2022. Oui, très clairement, dans l'enquête de popularité, c'est le Rassemblement national qui incarne le plus l'opposition à Emmanuel Macron, mais elle a comme pour objectif de passer de cette fonction tribunicienne ou prestataire à une véritable alternative qu'elle n'est pas pour l'instant. Je suis frappé de voir dans une enquête récente sur ces traits d'image parés avec Jean-Luc Mélenchon qu'elle a la stature présidentielle pour être Français sur 3, et c'est toujours moins que ce qu'elle a avant ce funeste débat d'entre deux tours. Et c'est vrai que si elle est apparue plus calme, plus maître d'elle-même lors de ce débat avec Gérald Darmanin, il y a des moments où très très clairement le souvenir de ce débat d'entre deux tours a été réactivé lorsqu'elle se trompe sur le nombre de personnes qui posent un dossier de carte de titre de séjour, son body language également. Ça reste pour elle un véritable défi de je dirais, mettre derrière elle, tourner la page de ce débat raté. Et puis il y a aussi autre chose que nous avons honte. Il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que je suis très content d'écouter la prudence et de Jean-Marie Colombani et de Virginie Leguet, la future présidentielle. On ne sait rien à 14 mois, l'offre n'est pas figée. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'à chaque élection présidentielle où Marine Le Pen s'est présentée, 2012-2017, elle n'a pas connu la moindre dynamique de premier tour. En 2011-2012, elle était en situation parfois d'être devant Nicolas Sarkozy. Elle a fini troisième. En 2017, après des élections à médias extrêmement réussies, qu'elle n'a pas réussi au moment-là, c'est le moins que l'on puisse dire, elle était à 27-28%. Elle finit le 23 avril. Derrière Emmanuel Macron, il y a aussi cette absence de dynamique, sa difficulté à entraîner un engouement pendant une campagne, à la différence de son père, qui pourrait aussi, que nous devons avoir en tête. Alors, on va passer à un autre sujet qui agite beaucoup ces derniers jours. La ministre de l'Enseignement supérieur avait du mal à se faire un nom jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours, les Français ont appris qu'elle s'appelle Frédérique Vidal, notamment depuis des propos qu'elle a tenus dimanche dernier sur la chaîne CNews et qui ont mis le feu aux poudres. Elle a en effet demandé, je la cite, qu'une enquête scientifique soit ouverte sur la propagation de l'islamo-gauchisme dans les universités française. On l'écoute. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Alors ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Alors, il n'en fallait pas plus pour déclencher une levée de boucliers dans le monde universitaire. Parmi les nombreuses réactions, voici celle du président de la Sorbonne. Comme l'ensemble des présidents d'université, quand j'ai entendu ces propos, c'est de la stupeur qui m'est venue, de la stupeur. Et j'ai d'abord cru même, connaissant Frédérique Vidal, que c'était une phrase sortie de son contexte. Et puis j'ai écouté l'interview sur CNews, il faut déjà aller sur CNews, et ça a duré 4 minutes et demie, donc c'était une intervention délibérée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui gangrène la société? C'est la discrimination, c'est la guillotisation, c'est l'inégalité sociale dans l'accès au travail, c'est le taux de chômage, c'est l'inégalité sociale dans l'accès à l'éducation, à la culture, et c'est l'échec des politiques publiques dans ce domaine depuis 50 ans. Donc c'est facile de dire qu'un mouvement idéologique mal défini serait responsable de la réalité sociale de notre pays. Et du coup, les appels à la démission de la ministre se multiplient. On va écouter celui virulent de Jean-Luc Mélenchon. Cette femme a amené en France ce qui existait auparavant aux États-Unis il y a bien longtemps. Ça s'appelait le McCarthyisme, du nom du sénateur McCarthy. Donc en France, c'est le vidalisme, le nom de Madame Vidal, c'est la police de la pensée. C'est l'art des macronistes
qui ont cet art de tout mélanger pour empêcher de penser. Leur but essentiel est d'empêcher de penser. Et là, ils sont en train de faire la police des idées. J'espère que les universitaires vont se rebeller. Plus vite cette femme aura démissionné et quitté son poste, mieux on se portera, parce que c'est une honte qu'une chose pareille ait lieu en France. Tout ceci a forcé ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à faire une prudente marche arrière à l'issue du Conseil des ministres. On écoute Gabriel Attal. Le président de la République est profondément attaché à l'indépendance des enseignants-chercheurs, qui est un des fondements de notre République que nous devons garantir. Et la deuxième chose, c'est que la priorité pour le gouvernement, c'est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire, c'est évidemment la possibilité d'apporter des aides, un soutien financier aux étudiants qui sont en difficulté, c'est évidemment de permettre aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir revenir progressivement en présentiel à l'université, et c'est cela qui est notre priorité aujourd'hui. Jean-Marie, votre réaction à cette polémique, alors qui est partie sur, en effet, l'islamo-gauchisme. Alors ça avait commencé avec le ministre de l'Éducation il y a quelques mois, Jean-Michel Blanquer, et là, c'est reparti de plus belle. Si vous permettez, Marc, je voulais juste revenir d'un mot quand même à la conversation précédente et à ce que disait notamment Frédéric, parce que si on veut résumer au fond la passe d'armes entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, moi je dirais simplement que Gérald Darmanin a désarmé ce qui était jusqu'à présent la politique qui a bénéficié à Emmanuel Macron, la politique dite du rempart. Quand vous trouvez Marine Le Pen plus modérée que vous-même, vous faites tomber toute argumentation sur le rempart. Vous ne pouvez plus dire « je suis un rempart » parce qu'elle menace la République. Donc c'est en ça que Gérald Darmanin m'a beaucoup surpris. Et je suis surpris aussi de ce que disait Virginie, disant que c'était une attitude un petit peu, une position arrêtée aussi avec l'appui du président de la République et du Premier ministre, parce que ça va vraiment à l'encontre de tout ce qui peut être dit sur la position qui consisterait à faire précisément, à garder Emmanuel Macron comme un rempart face à l'extrême droite. Et d'autre part, sur les intentions de vote, on parle beaucoup en effet de ce sondage Harris Interactive, je crois, sur les 52-48. On a oublié que dans le même moment, il y en avait un d'Ipsos qui ne donnait pas du tout les mêmes chiffres, et qui, je crois, donnait plutôt de l'ordre de 56% à Emmanuel Macron. Donc là encore, soyons prudents, faisons très attention. Sur la polémique que vous venez d'évoquer, en effet, c'est surprenant parce que l'islamo-gauchisme, ça avait été lancé par Jean-Michel Blanquer, et à l'époque, Madame Vidal l'avait contredit. Il y avait eu un début de passe d'armes à l'intérieur même du gouvernement sur ce sujet. Et puis là, voilà qu'elle reprend le thème à son compte. Alors qu'elle le reprenne et que l'islamo-gauchisme existe, ça ne fait aucun doute. Mais simplement, elle, ce qu'on peut lui reprocher, c'est cette infinie maladresse, pour le moins, qui consiste à dire je vais inventorier la production des chercheurs ou la production de l'université. Là, on entre dans tout à fait autre chose. Et la mise au point du président de la République était salutaire. Oui, la liberté, l'université est un lieu de liberté par définition. Et donc de penser qu'on peut justement, encore une fois, cataloguer pourquoi faire ensuite derrière pour interdire. Donc on est là dans un schéma qui est tout à fait inquiétant, et ceux qui s'en inquiètent ont raison. Je pense que ce qui a été très bien dit par le président de la Sorbonne. Virginie, on a aussi évidemment entendu Jean-Luc Mélenchon, parce que les accusations d'islamo-gauchisme sont souvent jetées à la figure de la France insoumise. Est-ce qu'il y a une visée politique à la sortie de Frédéric Vidal, ou est-ce que c'est juste une énorme bourde ? Il y avait peut-être une visée politique, mais c'est une énorme bourde et c'est une voie extrêmement hasardeuse dans laquelle elle s'est engagée, et une voie qui visiblement va lui être fermée totalement. Frédéric Vidal, d'abord elle dresse un constat très péremptoire en disant voilà ce qui se passe, il s'agit d'une minorité radicale. Enfin visiblement elle a déjà des idées assez précises sur ce que serait la situation dans les universités, et la bronca des différents enseignants et des différents responsables
universités a été extrêmement clair et catégorique. Il ne s'agit pas de répertorier dans les recherches qui sont faites actuellement ou dans les travaux des universitaires ce qui relèverait de l'islamo-gauchisme, notion par ailleurs extrêmement mal définie et extrêmement utilisée selon certains avec des contenus assez différents. Donc c'est totalement perdu d'avance. Et puis c'est non seulement extrêmement maladroit, mais je le répète, c'est dangereux. Quant à la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement hérite souvent lui-même, ainsi que ses amis, du vocable islamo-gauchiste, peut-être se sentait-il visé. Mais c'est tout à fait anecdotique. Les propos de Mme Vidal, qui concernaient, j'allais dire, son champ d'application ministérielle, sont condamnables en tout point. Et ils l'ont été en tout point, que ce soit par le corps enseignant ou par ceux de l'exécutif qui ont été amenés à y répondre. Véronique, ceci étant, le procès en islamo-gauchisme agite les professeurs, notamment évidemment sur le sujet de l'islam. Et puis il y a aussi toute cette critique qu'on entend souvent en France sur l'importation de la méthodologie nord-américaine, des États-Unis avant tout, dans la façon dont on fait de la recherche en France, dans la façon dont on enseigne, et qui est un vrai sujet. Ça va sur l'islam, mais aussi sur bien d'autres sujets. En fait, c'est un sujet qui a fait énormément parler les Français, qui les préoccupe. Pour vous donner une idée, vous parliez tout à l'heure de la loi qui vient d'être, sur le séparatisme, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qu'on va résumer ainsi. Il y a 5 fois plus de discussions sur l'islamo-gauchisme que sur cette loi. Et globalement, dans cette discussion, il y a beaucoup de critiques de Madame Vidal, des critiques évidemment des universitaires dont on a parlé, mais les Français globalement trouvent que le sujet est déplacé, d'autant qu'en ce moment le sujet sur les étudiants dont elle doit s'occuper est un sujet de précarité, de solitude, qu'il y a beaucoup de choses à faire, et donc les Français ont plutôt pointé d'abord ce sujet-là en disant avant de mener des enquêtes, il y a peut-être d'autres priorités. Ensuite, évidemment, vous avez raison, il y a d'autres discussions derrière, en particulier sur le CNRS, quelle est sa fonction, comment est-ce qu'on mène les enquêtes, et puis finalement des questions sur les modalités aujourd'hui d'apprentissage, d'accompagnement des enseignants sur des thématiques aussi difficiles, douloureuses et compliquées. Donc voilà, c'est la discussion de la petite phrase de quelques minutes de Madame Vidal a emmené vers d'autres sujets, des sujets beaucoup plus compliqués, beaucoup plus douloureux et surtout très polémiques sur les réseaux et très polémiques pour les Français. Frédéric Dabi, est-ce que, je vous pose la question à votre tour, sur les visées politiques, est-ce que les questions de l'islam, on sait, agitent beaucoup les gens, ça crée beaucoup de clivages. Est-ce que, d'après vous, la ligne Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa et désormais Frédéric Vidal est aussi une stratégie politique, parce que ça peut peut-être attirer des gens à droite, voire très à droite, vers le macronisme? C'est pas une question de droite et de très à droite. Moi, je suis frappé encore du fait que quand on travaille sur l'islamisme, quand on travaille sur les menaces contre la laïcité, les Français sont assez unanimes. Une enquête récente menée après le drame de Samuel Paty montrait que 87% des Français, et qu'on a un tel chiffre, il n'y a pas de gauche et de droite, c'est assez unanime, considéraient que l'islamisme avait déclaré la guerre à la République française. Un chiffre quasi équivalent considérait que la laïcité était menacée. C'est vrai que Frédéric Vidal a peut-être été maladroite, on peut lui faire un procès en termes de priorisation, c'est-à-dire dans un contexte où les étudiants sont dans telle souffrance, ça peut donner le sentiment d'allumer un contre-feu. Pour autant, quand on parle d'islamo-gauchisme, je suis frappé de voir que dans nos enquêtes, spontanément, les Français ont tendance à s'emparer de ce thème et ils le définissent. Virginie Leguet avait raison de dire, ou peut-être Jean-Yves, pardon, qu'il y avait un problème de définition. Ils le définissent assez bien. Ils voient l'islamo-gauchisme comme des partis ou des personnalités qui, minimiseraient la menace représentée par l'islamisme radical, et 2, refuserait de dénoncer cet islamisme radical par souci de ne pas stigmatiser les musulmans vus comme un nouveau prolétariat, en tout cas comme une minorité opprimée. Là où peut-être il y a un contresens ou une mauvaise direction prise par la ministre, quand on voit ces définitions qui viennent de l'opinion publique,
On ne voit pas en quoi l'université est concernée. Par contre, il y a des procès ou des critiques à faire sur l'obsession de la race dans toute série de recherches universitaires et cette fameuse pensée décoloniale. Jean-Marie, est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est visé? Parce que malgré tout, si on se rappelle de la dernière élection, comme il le rappelle lui-même souvent, il n'a pas été loin d'être au second tour. C'est le seul qui s'est officiellement lancé dans la course. Et on sait que le procès de l'islamo-gauchisme, je vais être un peu réducteur, c'est finalement le sien. Oui, mais enfin, il n'a pas, bien sûr, parce qu'il est, vous avez raison, il est au cœur de cette problématique, en tout cas lui et sa famille politique. Maintenant, est-ce qu'il était la cible de cela? Non, je pense que la cible de Madame Vidal était plus large et plus en direction, comme vient de le montrer Frédéric, en direction de l'ensemble de l'opinion. Et puis par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est-il un danger pour Emmanuel Macron? À aucun moment, puisque sa présence paralyse la gauche et empêche la gauche de gouvernement de se reconstruire d'une certaine façon et d'émerger à nouveau comme une force d'alternance. Donc il est d'une certaine façon l'allié objectif d'Emmanuel Macron parce qu'il tient une position qui, encore une fois, gêne la reconstruction d'une gauche de gouvernement. Virginie, pour conclure très rapidement, est-ce qu'en effet, Emmanuel Macron a besoin à la fois de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen pour se rouvrir les portes de l'Élysée en 30 secondes? En 30 secondes, je voulais simplement dire une chose. Quand vous avez dit que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été loin de l'élection de 2022, si, il a non seulement été éliminé au deuxième tour, mais il n'était pas troisième, il était quatrième. Et là, je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi. Il me semble qu'il lui manquait 600 000 voix pour avoir passé, pour passer la barre du deuxième tour. Ce n'est pas rien, ce n'est pas une paille. Pardon? J'entends pas. Non, c'était juste quelques centaines de milliers de voix. Virginie, il va falloir que je vous arrête parce que, hélas, on n'a plus de temps. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir regardé. Restez sur France 24 pour plus d'informations.